En moins de 24 heures, Bachar el-Assad avait disparu. Les palais étaient vides. La garde présidentielle s'était évaporée. Les ordres ne circulaient plus. Où était-il dans ces dernières heures? Comment a-t-il quitté la Syrie sans même en informer ses plus proches? Et où se trouvait son frère Maher au cœur de l'effondrement total? Tout s'est écroulé soudainement, mais cette sortie était minutieusement préparée. Alors, que s'est-il vraiment passé le dernier jour de la famille Assad en Syrie? Dans les premières heures du dimanche 8 décembre 2024, Bachar el-Assad se trouvait toujours au palais présidentiel de Damas. Malgré l'avancée rapide des forces rebelles vers la capitale, il tentait de donner l'image d'un dirigeant encore en contrôle. La veille au soir, il avait réuni une trentaine de hauts responsables militaires et sécuritaires, leur promettant l'arrivée imminente d'un soutien russe, les appelant à tenir. Mais en réalité, il avait déjà enclenché en secret son plan d'évacuation. Le samedi soir, il dit à son chef de cabinet qu'il rentrait chez lui, mais se dirigea discrètement vers la base militaire russe de Hmeimim. Il appela sa conseillère Bouteina Shaaban pour qu'elle le rejoigne afin de rédiger un discours. Elle se rendit à son domicile, mais ne trouva personne. Nadim Houri, directeur de l'initiative pour la réforme arabe, résume « Assad n'a même pas livré sa dernière bataille. Il a abandonné ses partisans à leur sort. » Pendant que Damas s'effondrait, les lignes de communication avec ses proches, même avec Asma al-Assad, se coupaient. Assad prit la route vers le littoral, dans un pays désormais en plein effondrement sécuritaire. Deux versions circulent sur son départ vers Hmeimim. La première, il quitta Damas à bord d'un véhicule blindé russe, accompagné de son fils. Protégé par des blindés arborant le drapeau russe, donc non ciblable, il évita ainsi embuscades et soupçons. La seconde, il quitta le palais vers l'aéroport de Damas par la rocade sud, sous escorte maximale. Les sources évoquent la 4e division pour sécuriser l'itinéraire. D'autres parlent d'une implication directe de soldats russes. Il embarqua dans un avion iranien dépêché spécialement pour l'emmener à l'attaquer. À bord, l'ex-ministre Mansour Azam, ses deux fils, et son chef de sécurité, Mohsen Mohamed. Aucun autre haut responsable. Secret total. À son arrivée à Hmeimim, il découvre que l'armée syrienne s'est désintégrée. Damas n'est plus sous contrôle. La base elle-même est ciblée par des drones kamikazes, semant la panique au sein du commandement russe. Presque au même moment, Maher el-Assad, son frère et chef de la 4e division, quitte Damas avec des membres des gardiens de la révolution iranienne. Il emprunte des routes secrètes vers le nord-est de la Syrie, puis s'envole en hélicoptère vers l'Irak, avant de rejoindre la Russie, malgré le démenti officiel de Bagdad. Son départ précipité et non coordonné crée un vide à la tête de ses troupes. De leur côté, Ihab et Eyad Maklouf, les cousins d'Assad, tentent de fuir au Liban. Leur voiture tombe dans une embuscade. Ihab est tué, Eyad gravement blessé. Dans ces derniers jours, Assad cherche désespérément un soutien. Le 28 novembre, il se rend à Moscou après la débâcle d'Alep, mais revient bredouille. Il ment à ses généraux. Le soutien russe arrive. Le 2 décembre, il reçoit le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Épuisé, il avoue « Mon armée est à bout », mais il n'ose pas demander une intervention militaire directe par crainte que cela n'offre à Israël un prétexte pour frapper l'Iran ou son sol. D'après 3 de ses conseillers, il aurait tenté d'obtenir l'asile aux Émirats arabes unis. Refus catégorique d'Abu Dhabi. Craignant les sanctions américaines et européennes, la Russie, bien que refusant d'intervenir militairement, refuse aussi de le laisser tomber entre les mains des rebelles. Sergueï Lavrov orchestre alors des négociations secrètes avec la Turquie et le Qatar pour organiser un couloir de sortie sécurisé à travers les zones contrôlées par Hayat Tahrir al-Sham HTS. Officiellement, Ankara et Doha nient toute implication, mais sur le terrain,
Les arrangements sont bien réels. En parallèle, Moscou obtient des garanties pour que ses avions militaires quittent l'espace aérien syrien sans être interceptés. Le soir du 8 décembre, l'avion militaire transportant Assad décolle de Hmeimim vers Moscou. Le régime est officiellement tombé. Sa femme Asma et ses enfants étaient déjà partis dans les jours précédents via une évacuation discrète. À Damas, les rebelles entrent dans le palais présidentiel. Ils trouvent des plats encore chauds sur la cuisinière, des albums photos intacts sur les étagères, preuve d'un départ précipité, sans adieu. Dans sa dernière conversation, à 22h30 le samedi, avec son premier ministre Mohammad Jalali, celui-ci le met en garde. La situation est critique. Assad répond calmement « On verra demain ». Furent ses derniers mots enregistrés. Tard dans la nuit, son avion atterrit à Moscou. La Russie annonce officiellement lui accorder l'asile politique. Dans une déclaration ultérieure, Assad dément avoir fui. Il affirme qu'il était prêt à se battre jusqu'au bout. Mais la vérité est tout autre. En une seule nuit, un régime de plus de 50 ans s'effondre. Bachar el-Assad sort de l'histoire par la porte de service, sans se battre, sans expliquer, sans dire au revoir. Son frère Maher, lui, disparaît dans l'ombre, quelque part entre Bagdad et Moscou. Depuis ce 8 décembre 2024, la Syrie n'est plus la même. Les palais ont tenu, mais pas les symboles. Les cortèges se sont tus, et le peuple s'est réveillé sans Assad. L'histoire s'est arrêtée, mais les questions restent. Qui savait? Qui a aidé? Qui est resté? Et surtout, vers où va la Syrie? Après la fin de la dynastie de fer et de feu